Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans un nouveau Récap Info. Depuis le début de l'année 2020, nous avons décidé de donner dans cette émission une large place aux élections municipales de mars prochain. Et aujourd'hui, j'accueille Alain Carignon, candidat à la mairie de Grenoble. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, vous avez déjà occupé cette fonction entre 1983 et 1995. Vous avez également occupé d'autres mandats et vous avez été aussi ministre de l'Environnement, puis de la Communication et des médias. Mais votre nom évoque aussi, au-delà de Grenoble, celui de l'homme politique qui a passé le plus de temps derrière les barreaux, puisque vous avez été en 1996 reconnu coupable de corruption. C'est l'affaire de la gestion de l'eau de Grenoble attribuée à la Lyonnaise des Eaux qui vous a valu de passer 29 mois en prison. L'affaire Grenoble-Isère Développement vous vaudra aussi de la prison avec du sursis, une forte amende. Depuis 2002, vous êtes de retour en politique, législative notamment, et puis sur la liste municipale de Mathieu Chamussy en 2014 et à la Fédération des Républicains de l'Isère. Vous avez été le premier à lancer votre campagne pour les municipales et il y a maintenant 2 ans. Ça a payé puisqu'aujourd'hui vous figurez parmi les principaux candidats. Le moins que l'on puisse dire, c'est que votre retour ne passe pas inaperçu. Vous avez été invité par de nombreux médias nationaux, dans les journaux, les talk-shows qui font le buzz. Est-ce que ça ne fait pas un peu animal de foire ? Vous savez, je suis là parce que Grenoble va mal. Mon cas n'a pas beaucoup d'intérêt. Si la ville allait bien, il n'y aurait pas besoin d'alternative. Or, en termes d'attractivité, en termes d'emploi, en termes de pollution et d'environnement... On va développer tout ça. Oui, mais les personnes ne sont pas très intéressantes. Ce qui est intéressant, c'est les problèmes qu'on veut résoudre. Et le fait que vous ayez été invité à participer à tous ces journaux, ces émissions nationales sur le plateau, là on vous voit de Jacques Bourdin, c'est un choix, c'est une stratégie, c'est eux qui vous ont sollicité parce que votre retour fait parler. Écoutez, quand je suis sollicité pour répondre, je réponds. Et je réponds à partir de mon expérience et des solutions que je préconise pour Grenoble. Et chaque fois, si vous l'avez remarqué, je ramène le sujet à Grenoble, aux solutions que nous avons et aux problèmes de la ville. Oui, parce que c'est vrai que dans cette émission, notamment, on a essayé de vous entraîner sur d'autres terrains, mais vous êtes aussi, merci pour nous, dans les médias du territoire. Et début octobre, un sondage France Bleu, France Info, Le Dauphiné, Libéré, vous a attribué 20% des intentions de vote derrière le maire sortant, Éric Piolle, à 32%. Est-ce que vous vous attendiez à ce résultat ? Oui, le sondage m'attribue 20% et 6% à une liste des Républicains. Et désormais, vous le savez, Nathalie Béranger, la secrétaire départementale des Républicains, est également dans ma liste. C'est-à-dire que notre potentiel, c'est un potentiel de 26% selon les sondages. Mais vous savez, le seul sondage qui vaille, c'est celui que les Grenoblois prononceront le 15 mars prochain, quand ils auront à choisir, soit la continuation, d'ailleurs je crois que Éric Piolle appelle cela comme ça, la continuation, soit la rupture avec les solutions qui ont été conduites jusque-là à Grenoble et qui ont conduit à la situation que supportent les Grenoblois. Votre principal adversaire, c'est donc bien le maire sortant, Éric Piolle. Nous sommes l'alternative à Éric Piolle. Pourquoi ? Parce que les fondamentaux de la ville, emploi, pollution, attractivité, économie locale, déplacement, mobilité, les fondamentaux de la ville qui sont le résultat de sa politique pendant 6 ans sont mauvais. Il faut donc les inverser, retrouver des options qui permettent de sortir de ces difficultés. Et le collectif de la société civile a travaillé sur ces options, a travaillé sur ces solutions. Et au fond, il est le seul, je crois que c'est désormais reconnu, à avoir une proposition globale pour la ville avec des interactions entre les différents sujets. On va reparler de la requalification des quartiers, du déplacement des services, etc. Surtout des finances que j'ai abordées devant le conseil municipal, ces sujets fondamentaux. Nous sommes les seuls à avoir des solutions qui sont en synergie les unes avec les autres et qui permettent de sortir Grenoble de la crise. Et aussi de préparer la ville à son avenir. Grenoble doit devenir le modèle de la transition écologique. Grenoble doit devenir le modèle de l'environnement en Europe. Grenoble doit devenir la vraie ville verte, avec des espaces verts. C'est ça, une ville verte. C'est celle qui a des espaces verts, qui ont été supprimés. Nous sommes devenus quasiment la dernière en mètres carrés d'espaces verts par habitant. Il nous faut donc vraiment changer la donne pour que cette ville redevienne accueillante, attractive à l'intérieur pour ceux qui habitent, positive, et puis positive pour son image à l'extérieur.
Alors, il y a une dizaine de listes pressenties pour l'instant. La dernière à s'être fait connaître, c'est celle menée par Olivier Noblecourt, ancien adjoint de Michel Destau. Il a annoncé sa candidature mi-décembre. Comment vous appréhendez son arrivée dans la campagne ? En fait, vous avez les listes de la continuité et la liste de la rupture. Olivier Noblecourt a donc eu des responsabilités pendant une vingtaine d'années auprès de Michel Destau, comme adjoint ou comme collaborateur. Il est donc co-responsable de la situation dans laquelle est Grenoble aujourd'hui, car si Éric Piolle a beaucoup accéléré pour rendre les choses difficiles, il faut dire qu'il y avait des prédécesseurs qui ont quand même joué un rôle négatif. Rappelons que c'est quand même sous la municipalité d'Estaut avec Olivier Noblecourt adjoint que nous sommes devenus les premiers pour l'impôt sur les ménages. C'est en 2008, quand la municipalité d'Estaut a été renouvelée, elle avait promis aux Grenoblois de ne pas augmenter les impôts. Le lendemain de son élection, elle les a augmentés de 10%. Et c'est à cette date-là que Grenoble est devenue la première ville de France pour l'impôt sur les ménages et qu'elle l'est encore aujourd'hui. Et sous Éric Piolle, elle est devenue en 2016 la première ou la deuxième, ça se débat, pour l'endettement. Et en tout cas, la première pour les délais dans lesquels nous pourrons rembourser notre dette. Donc, Grenoble, première pour l'impôt, première pour la dette, en tête pour les dépenses de fonctionnement, ce qui fait que nous sommes paralysés. Pourquoi aujourd'hui la tour Perret s'écroule, l'ancien musée n'est pas réparé? Pourquoi on ferme la piscine Vaucanson? On ferme une piscine. On met 2500 usagers de la natation dehors parce qu'on n'est pas en capacité d'entretenir une piscine. Après avoir fermé celle de Villeneuve en début de mandat. La ville est exsangue financièrement. Ça a des conséquences concrètes, pratiques sur les équipements tels les piscines, tels les gymnases dans lesquels il pleut. C'est donc cette situation financière qu'il faut appréhender globalement, mais il faut l'appréhender en montrant très clairement quelles sont les conséquences sur le terrain. Alors, La République En Marche, vous ne pouvez pas lui reprocher d'avoir coulé la ville puisqu'elle n'a pas encore été aux affaires à Grenoble. C'est Émilie Chalas, qui est députée de La République En Marche, qui est candidate à Grenoble. La semaine dernière, sur ce plateau, elle expliquait que sa liste ne serait donc pas estampillée République En Marche, qu'il y aurait beaucoup de personnes de tous horizons. Sur ce terrain, vous êtes un peu le premier à avoir lancé le mouvement société civile. Tout le monde a suivi. Comment vous l'expliquez ? Oui, je comprends très bien que la députée veuille peut-être mettre un peu son étiquette de côté. C'est tout à fait logique. Mais enfin, sa démarche, c'est quand même de planter le drapeau d'un parti politique sur Grenoble. Je crois que c'est une démarche dépassée. Aujourd'hui, les citoyens attendent une alternative municipale qui soit construite par des personnes de la société civile, vraiment, et qui sont totalement libres à l'égard des partis, libres pour constituer la liste et libres pour élaborer leurs projets. C'est ce que nous sommes, nous, dans le collectif de la société civile. Nous pouvons recevoir le soutien de partis politiques qui veulent bien nous l'apporter, mais ce n'est pas notre sujet. Nous sommes libres dans la construction de notre programme. Nous le faisons en accord avec la population. Vous savez que nous organisons des forums dans chaque quartier et nous rencontrons les habitants. Nous faisons remonter les problèmes, les sujets réels, ceux qui se posent, et à partir de là, nous apportons des solutions. Par exemple, la paralysie dans laquelle la démocratie locale est plongée par les strates successives qu'on a ajoutées avec la métro qui est arrivée. Cette paralysie conduit les citoyens à s'éloigner de la vie publique. Ils ne peuvent plus y participer. La vie publique est devenue illisible. Eh bien, nous allons avoir, après ce que nous avons reçu, un programme de simplification. Au fond, l'agglomération grenobloise et Grenoble, c'est devenu comme l'Europe. On a ajouté des strates. Mais Grenoble ne peut pas décider ça tout seul. Mais si, bien sûr. On va créer le principe de subsidiarité. Quand la ville doit donner son avis sur un sujet personnel, eh bien cet avis deviendra définitif. Ce ne sera pas la peine de remonter à la métro. On va gagner des mois et des mois. Nous allons recréer la ville et les quartiers. Et de façon à rapprocher le citoyen de la décision. On va éliminer les secteurs. Parce que la ville est divisée en secteurs administratifs. Non, ces secteurs vont devenir les quartiers. On va cumuler les quartiers avec ce qui a été créé, des nouveaux conseils, etc., tout à fait, pas du tout indépendants. Regrouper tout ça de façon à ce que le citoyen retrouve de la lisibilité et ait envie à nouveau de participer. La municipalité Piolle a mis en place des rideaux de fumée
qui ont fait que le citoyen s'est éloigné de la vie publique et ne sait pas comment y participer. On a organisé des débats sur des nichoirs, sur des fours à pain, etc., pour détourner l'attention. Puis pendant ce temps, comme je vous l'ai dit, on fermait des piscines et il pleuvait dans les gymnases. Donc il faut recréer de la clarté, de la lisibilité. Il faut que les élus soient à nouveau identifiés sur des postes clairs. Aujourd'hui, on ne sait pas. Les adjoints ont des titres incompréhensibles pour le citoyen. Tout ceci a été volontaire pour que l'opacité dans la décision puisse être la maîtresse. C'est le contraire que nous allons créer, la transparence pour que le citoyen ait à nouveau envie de participer, à nouveau envie de s'exprimer et une part de la décision. Je ne veux pas être long, mais en fait, notre objectif, c'est de rendre le pouvoir aux Grenoblois. Il faut que ce soit eux, à nouveau, qui décident de leur avenir. Nous l'avons fait... J'y reviendrai sur les affaires sociales, par exemple. Nous voulons créer un conseil municipal de l'action sociale. On va avancer un petit peu, Alain Carignon. Mais pour être très clair, pour que les Grenoblois qui sont dans le secteur social désignent eux-mêmes des vice-présidents du Centre communal d'action sociale, de façon à ce que, là aussi, ceux qui sont les praticiens du terrain redeviennent des acteurs de la décision. Ça, c'est capital pour que Grenoble revive et reparte. Alors, pardon d'être long. C'est pas grave, on va enchaîner. Je vous ai parlé d'Éric Piolle, Olivier Noblecourt, Émilie Chalas. Le point commun de ces trois candidats, c'est un peu tout le mal qu'ils pensent de votre candidature. Je vous propose d'écouter Émilie Chalas. La semaine dernière, elle était à votre place. Elle vous a posé une question. Alors, assez simplement, cher Alain Carignon, comment osez-vous proposer un projet irréalisable budgétairement, les Jeux Olympiques d'été? Comment osez-vous proposer un projet dogmatique en mettant la mairie à la Villeneuve? Et comment osez-vous proposer un projet daté d'un autre âge en proposant, par exemple, là aussi, le monorail, qui était un projet dont on a les plans, on les a ressortis des années 60. C'est pas sérieux. Alors, voilà, sur toutes les propositions auxquelles Émilie Chalas fait allusion, on y reviendra. Mais le ton qu'elle emploie, est-ce que vous comprenez que votre candidature, vous qui avez été condamné, qui avez passé, on l'a dit, plusieurs mois en prison, est-ce que vous comprenez que votre candidature puisse choquer à ce point? Non, mais là, elle ne dit pas qu'elle est choquée, c'est vous qui le dites. Alors là, c'est votre interprétation, parce qu'elle parle de mes projets. Oui, elle parle de vos projets. Le ton qu'elle emploie, c'est comment osez-vous? Tous les candidats qui se sont succédés ici, à chaque fois qu'on leur parle En tout cas, c'est pas ce qu'elle dit. Voilà, alors, en tout cas, vous lisez la presse. C'est votre interprétation. Vous lisez la presse et vous voyez bien que dans tous les médias, on parle de vous en disant, en tout cas, ces candidats-là se demandent... C'est pas du tout le cas, alors, en tout cas, dites-moi... C'est amusant parce que l'extrait que vous indiquez est contraire à ce que vous dites, à ce que vous commentez, puisqu'elle dit que mes projets sont d'un autre âge. Elle dit que, par exemple, il ne faut pas rêver des Jeux Olympiques d'été. Elle dit qu'il ne faut pas... Tout ça, on va y revenir. Oui, écoutez, depuis plusieurs mois, nous recevons un certain nombre de personnalités politiques sur ce plateau. Et il y en a un certain nombre, lorsque l'on parle de votre candidature, qui, en tout cas, évoquent le fait que, pour eux, ce n'est pas sérieux, que vous ne devriez pas revenir en politique. Qu'est-ce que vous leur répondez? Donc ça, c'est votre opinion. Qu'est-ce que vous leur répondez? Vous n'avez pas à vous prononcer sur ma candidature, pardon. Non. Mais en démocratie, c'est le peuple qui décide des candidatures. Bien sûr, je ne fais que rapporter les propos qui ont été... En tout cas, qui ne correspondent pas à ce que je viens d'entendre. Et en tout cas, ma candidature, elle est légitime. On ne peut pas injurier les milliers de Grenoblois qui font confiance à notre projet. Ils ont le droit de s'exprimer, comme moi j'ai le droit de m'exprimer. Je suis quitte avec la société. Je n'ai jamais été condamné à rembourser quoi que ce soit à la ville de Grenoble, vous le savez, malgré la demande de mes adversaires, qui ont été déboutés à chaque fois, dans toutes ces hypothèses. Et donc, sur ces sujets-là, il n'y a aucun problème. Je suis prêt à répondre en toute transparence à tous ceux qui posent la question. Mais ce qui est plus intéressant aujourd'hui, parce qu'il me semble que vos propos sont un peu dépassés, ce serait de répondre à Mme Chalas. Alors, on va en parler, mais avant cela, là, ce sont des propos que je n'interprète pas, puisque le 16 décembre, vous avez fait votre retour au conseil municipal à Grenoble. Et à cette occasion, les élus ont voté un vœu. Vous allez entendre leurs propres paroles. Les élus ont voté un vœu vous concernant, peut-être vous et peut-être d'autres. On les écoute. Ici à Grenoble, parce qu'aucune loi ne l'interdit, un homme politique peut à nouveau participer à la vie publique
de la ville qu'il a ruiné en vendant le service public de l'eau à un grand groupe privé pour son intérêt personnel. Le conseil municipal décide d'interpeller tous les parlementaires pour qu'ils déposent une proposition de loi ayant pour but d'interdire à toute personne ayant été condamnée pour des faits de corruption ou de détournement de fonds ou de biens publics de briguer un mandat électif ou un portefeuille ministériel. Alors, Alain Carignon, est-ce que vous avez été choqué par ce vœu? J'ai surtout répondu au conseil municipal, donc la réponse a déjà été donnée. Ce n'est pas à la majorité sortante de choisir ses adversaires et de dire ceux qui ont le droit de s'exprimer et ceux qui ne peuvent pas s'exprimer, parce que dans ce cas-là, ça serait trop facile en démocratie. Vous choisissez ceux qui vous permettent d'être réélus. Donc, vous le savez, le droit, il est ce que j'ai indiqué, je viens de vous indiquer. La possibilité de se représenter, figure dans la loi. Cette opération, qui est une opération de politicienne, conduite par le conseil municipal, est une opération qui triche sur la morale, effectivement, qui l'utilise à des fins politiques, ce qui est, à mon avis, à l'égard de la morale, qui démontre quelle est la réalité de leurs sentiments à son égard. Donc j'ai répondu à tout ça au conseil municipal et d'ailleurs, ça a mis fin au débat. Alors, en 2014, donc vous n'aviez pas été élu conseiller municipal, vous étiez 14e sur la liste menée par Mathieu Chamussi. Et cet automne, Nathalie Béranger et Brigitte Bauer, conseillères municipales d'opposition, ont démissionné pour vous permettre d'être présents au conseil municipal à compter du 16 décembre. Pourquoi ne l'ont-elles pas fait plus tôt? Pourquoi avoir choisi cette date? Parce que c'est à la fin du mandat. À la fin du mandat, il y a le vote du budget. Ça m'a permis, comme on l'a vu, d'expliquer la situation financière de Grenoble dans sa réalité. Ce que j'ai indiqué tout à l'heure, avec la municipalité d'Estaing, on était devenu premier pour l'impôt. Avec la municipalité Piolle, on est devenu premier pour la dette. Et donc la ville est asphyxiée. Et ça m'a permis de présenter des amendements pour indiquer, par exemple, qu'au lieu de construire pour 87 millions de bureaux de la métro boulevard Jean-Pin, au lieu d'acquérir le siège du Crédit Agricole et de mettre 4 millions d'euros de travaux dans ce siège, au lieu de réparer la salle du conseil municipal pour 600 000 euros, autant mutualiser la salle de la métro pour que les élus puissent se réunir. J'ai montré qu'il y avait des capacités d'économie à condition que, évidemment, tous ces bureaux qu'on est en train de construire sur le dos du contribuable, eh bien, au contraire, on les installe dans les quartiers pour aider à la requalification de ces quartiers. C'est-à-dire, j'ai expliqué au conseil municipal que nous pouvions faire des économies et en même temps, avec ces économies, créer de la richesse en inventant une nouvelle politique de la ville qui permettra à Grenoble de redevenir une ville équilibrée. Car si nous installons les équipements dans les quartiers, on va recréer de la vie, on va faire de la vraie mixité d'usage de ces quartiers qui ont été ghettoisés d'une façon, disons, exponentielle ces 6 dernières années, qui sont au bord de l'explosion ou qui explosent assez souvent. Et donc, vous voyez, c'est par cette requalification que nous allons le faire. Donc, c'est tout le débat budgétaire du 16 décembre qui m'a permis de présenter ces idées, de présenter ces amendements, de montrer ce qu'on pouvait faire. Et je pense que c'est un débat qui a été très utile et très suivi par les Grenoblois. Alors, Nathalie Béranger vous a rejoint. Vous êtes en train de préparer votre liste. Est-ce qu'elle pourrait être deuxième sur votre liste ? Écoutez, on n'a pas encore déterminé du tout les places des uns et des autres, mais c'est surtout, le début de liste sera surtout composé de membres de la société civile grenobloise. Vous avez été sur la liste de Mathieu Chamussi. Est-ce que Mathieu Chamussi pourrait être sur la vôtre ? Il faut le lui demander. Nous ne manquerons pas de lui demander. Pas plus que ça, vous n'avez pas de contact avec lui ? Écoutez, tout ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour moi, pardon. Alors, imaginons que votre liste soit présente au second tour. Est-ce que vous avez une réserve de voix ? Vous savez, moi je ne raisonne pas en boutiquier. Je ne raisonne pas en chiffre d'affaires électoral comme tous les autres candidats qui sont tournés vers leur nombril et leur personnalité. Nous sommes avec les Grenoblois en direct sur la base d'un projet global. Ce projet global, nous voulons convaincre les Grenoblois qu'ils appartiennent à la gauche, à la droite, au centre, à aucun parti. Nous voulons les convaincre en leur disant nous sommes les seuls à présenter un projet. D'ailleurs, c'est reconnu, je crois, par beaucoup de partisans et d'intervenants de la vie publique grenobloise. Nous présentons un projet qui sort Grenoble de la crise. Sur le plan financier, je viens d'en dire quelques mots. Sur le plan de l'attractivité, je l'ai évoqué également. Sur le plan de l'organisation à l'intérieur de la ville, en simplifiant, en redonnant la parole aux Grenoblois, évidemment.
par le biais, l'organisation de la ville, par exemple, de la transparence. Vous le savez, nous avons un magistrat honoraire, François Bernot, qui sera le président de la commission d'appel d'offres. Cette commission d'appel d'offres sera ouverte à l'opposition et ouverte aux Grenoblois. Nous allons, sur le site internet de la ville, les élus devront publier leurs frais de déplacement, leurs frais d'hôtel, leurs frais de restauration en temps réel, de façon à ce que les Grenoblois puissent contrôler l'activité des élus. Nous aurons un déontologue qui permettra de repérer à l'intérieur de la mairie les problèmes s'ils se posent et qui pourront lui être signalés. Donc nous avons, dans toute l'échelle des sujets, nous avons des propositions. Nous voulons, par exemple, accueillir beaucoup mieux les étudiants, 65 000 étudiants. Nous voulons créer une carte étudiant grenoblois, de façon à ce que celui qui arrive, et en particulier ceux qui sont les plus dans la précarité, nous puissions les aider. Je voudrais qu'il y ait un kit d'accueil pour que celui qui doit s'installer, qui doit louer l'appartement, etc., qui a tous ses frais, ses difficultés, et qui est en difficulté, on puisse l'aider pour son matériel. Et ensuite, on puisse l'aider pour son abonnement GEG, pour des accès à la culture et au sport dans des conditions meilleures, de façon à ce que celui qui arrive à Grenoble et qui sera l'ambassadeur de Grenoble de demain soit mieux accueilli, mieux reçu, mieux accompagné, et que nous l'aidions dans les précarités auxquelles il a à faire face, ses problèmes de santé, de déplacement, de logement. Parce que ces 65 000 étudiants, c'est une richesse qui n'est pas assez exploitée. Sujet par sujet, thème par thème, nous avons des solutions à proposer. Et quand j'ai évoqué, lors des vœux, comme je l'ai fait, je crois qu'Émilie Chalas y fait allusion au siècle prochain, pas à l'année qui vient, et à mon avis, au niveau auquel Grenoble doit se situer, c'est parce que nous avons des ambitions pour notre ville. Du temps où vous étiez maire, Internet n'existait pas, encore moins les réseaux sociaux. Maintenant, vous êtes très présent sur ces supports. Vous avez des comptes Instagram, Twitter, Facebook. Vous publiez régulièrement des vidéos, des chroniques. Aujourd'hui, est-ce que la campagne, elle se joue aussi sur ce terrain-là ? Tous les moyens pour faire connaître nos projets sont bons, à condition qu'on parle sans cesse du fond. Et je ne suis que sur le fond. Vraiment. Vous le voyez, dans mes chroniques, dans mes propositions, je ne suis que sur le fond. Quand, lors de mes vœux, j'ai évoqué les Jeux Olympiques d'été et l'exposition universelle, pourquoi ? Si vous regardez Grenoble le siècle précédent, Grenoble a eu une exposition universelle, elle a eu les Jeux Olympiques, elle a eu un grand équipement européen, le synchrotron, elle a eu un grand équipement national, le musée de peinture, elle a eu une grande entreprise internationale, ST Micro. Ça, ce sont les événements du siècle dernier pour Grenoble. Pour les 3 derniers, synchrotron, musée, ST Micro, j'ai joué une part non négligeable. Dans le siècle qui vient, et c'était l'objectif de mes vœux, et pas des objectifs personnels, puisque ça n'est pas à portée de ma vie. Grenoble devrait réfléchir effectivement un jour à des Jeux Olympiques d'été pour être une des premières villes à faire les deux. Elle devrait réfléchir à une exposition universelle autour de l'intelligence artificielle ou de deep learning, parce que ce sont les sujets de demain et qu'elle pourrait être ce Davos-là, ce Davos de l'intelligence collective. Imaginez que tous ceux qui réfléchissent à ces sujets se réunissent à Grenoble. Imaginez que lorsque l'Europe va investir, parce qu'elle va devoir investir dans l'intelligence artificielle, dans les nouveaux laboratoires, que Grenoble soit en capacité de les accueillir comme elle était en capacité d'accueillir le synchrotron. Imaginez que Grenoble se positionne pour accueillir de nouvelles grandes entreprises, comme je l'ai fait avec ST Micro. ST Micro, quand nous avons réussi son implantation en 92, c'est aujourd'hui 15 000 emplois dans la filière. Il y a de nouvelles entreprises qui peuvent venir. Alors, comment faire ? Alors, quel est le comment ? Les Jeux Olympiques, parlons-en. Donc, vous proposez que Grenoble soit candidate pour des Jeux Olympiques d'été, comme elle l'a été pour des Jeux Olympiques d'hiver. Pour les Jeux Olympiques, il faut des infrastructures que la ville n'a pas. Dans le siècle, elles vont avoir lieu à Paris, puis elles vont changer de continent. Pardon, mais évidemment, quand le sage montre la lune, pardon, mais l'idiot regarde le doigt. Regardons loin, regardons large, regardons haut. Grenoble a besoin de haut, de large, a besoin de beau. Il faut des perspectives qui dépassent nos vies. Alors ensuite, donc si c'est plus loin, vous voulez créer en fait les conditions pour que Grenoble puisse un jour être candidate à ces Jeux. Ça se posera à d'autres. Mais il faut
regarder tous ces sujets très en amont. Lorsque, vous savez, nous avons gagné la bataille du synchrotron, c'est très en amont que j'étais au niveau de l'Europe pour regarder comment ça allait se passer, quels étaient les équipements qui allaient être attribués à notre pays, pour voir ceux que l'on pouvait faire venir à Grenoble. Il faut que les Grenoblois soient d'accord, parce qu'ils ont refusé d'accueillir des Jeux Olympiques d'hiver il y a quelque temps. En 2024, il y a Paris, ensuite ça va partir ailleurs. On a le temps. Quand j'ai fait des vœux, en disant, regardons le siècle dernier ce qui s'est passé, exposition universelle, Jeux Olympiques, etc. Regardons le siècle qui vient, regardons large, plutôt que de faire des vœux de l'année. Mais si on revient plus près de nous, terre à terre, les entreprises que nous devrions accueillir, les équipements que nous devrions accueillir, européens, nationaux, etc., il faut un grand Grenoble, comme il y a un grand Lyon. Et donc, vous le savez, nous proposons aussi une réforme de structure qui permette d'avoir un grand Grenoble organisé, présent et large en matière de territoire, de façon à avoir de nouveaux espaces pour accueillir ces équipements. Une simplification, le Grand Grenoble, on rend beaucoup de pouvoir aux communes et ensuite à Grenoble les quartiers. Ainsi, on a une nouvelle lecture très simple de notre vie publique qui permet à nouveau aux citoyens de participer très concrètement, d'avoir les pieds sur terre et en même temps d'avoir un peu le regard dans les étoiles. Alors pendant votre campagne, vous êtes très présent sur le terrain, on vous voit beaucoup circuler en ville, vous circulez aussi dans les quartiers sud. L'abstention y est forte dans ces quartiers sud. Vous proposez de réinstaller les espaces publics, notamment Hôtel de Ville en tête à la Villeneuve. Comment vous allez procéder ? Si vous voulez, quelle est la situation ? La mairie, aujourd'hui, la commission de sécurité a indiqué qu'elle ne pouvait plus recevoir de public. Elle n'est plus aux normes. L'ancien musée de peinture non plus, de la place de Verdun, la tour Perret, vous le savez, s'écroule. Et on n'a pas l'argent pour la réparer, même s'il y a des palissades autour. Il y a un projet qui est en cours. Non, il n'y a pas d'argent. Non, mais ça, c'est les médias, comme vous. Mais c'est du faussaire. Il faut 8 millions d'euros pour la réparer, parce qu'on l'a abandonnée depuis 20 ans. Si on l'avait réparée il y a 20 ans, ça aurait coûté 500 000 euros. Maintenant, on est à 8 millions. C'est cette impéritie que payent les Grenoblois et qu'ils payent très cher. Et donc, on parle de... Tout doit être fait en 2020. On va réparer, on va faire, mais il n'y a pas d'argent. Là, Éric Piolle a annoncé qu'il allait réouvrir la piscine Vaucanson l'été prochain. Il n'y a pas un centime d'euro pour la réparer. Alors, pour revenir à l'Hôtel de Ville à la Villeneuve. Ça, c'est de l'information factuelle qui vous manque. Voilà, mais alors justement, expliquez-nous comment vous allez réinstaller l'Hôtel de Ville à la Villeneuve. Tous les équipements possibles vont être installés dans tous les locaux vides et éventuellement les appartements, malheureusement, qui ne trouvent plus preneurs, de façon à réinvestir les quartiers et à les rééquilibrer. L'idée serait que dans les quartiers, il y a un tiers d'activité, un tiers de copropriétaires et un tiers de locataires. C'est très important pour les copropriétaires parce qu'aujourd'hui, dans le sud de la ville, les copropriétaires sont spoliés. La valeur des biens est en train de s'effondrer du fait de l'abandon de ces quartiers. Et cette classe moyenne qui a acquis des logements dans le sud de la ville, en croyant à la mixité sociale et parfois en y croyant sincèrement, eh bien c'est une classe moyenne qui est volée. Au moment de revendre l'appartement alors qu'ils ont les emprunts à payer, cet appartement a perdu 20, 30, 40, ça dépend des cas, 50% de sa valeur. Donc il faut absolument que nous sauvions cette classe moyenne de copropriétaires du sud de la ville en rééquilibrant les quartiers de façon à ce que les biens qu'ils ont acquis par leur travail retrouvent leur valeur. Ça, c'est un élément très important parce que si cette classe moyenne continue à fuir ces quartiers dans des conditions financières aussi spoliatrices, eh bien, ces quartiers continueront à se paupériser. Ce rééquilibrage est indispensable et nous allons le faire quartier par quartier. Il y a énormément de locaux vides, fermés depuis des années. La ville les a totalement abandonnés. Il suffit de se promener, de marcher. Vous pouvez aller place des Géants. Vous avez des rideaux baissés depuis des années et des années. Des locaux municipaux, évidemment, qui sont inutilisés. On peut imaginer aussi que des jeunes qui cherchent à monter des start-up, que des associations qui cherchent des locaux, nous leur proposions ces locaux fermés, de façon à réanimer ces quartiers. Je crois que le grand dossier de Grenoble, c'est vraiment cette requalification, parce qu'autrement, la paupérisation conduira à l'explosion, la ville sera invivable, la classe moyenne continuera à partir, et on aura peut-être deux villes, une petite ville très restreinte, disons très privilégiée
dans un certain nombre de quartiers, avec ailleurs, partout, l'abandon et la désolation. Si la mairie déménage à la Villeneuve, que devient l'hôtel de ville boulevard Jean-Paul ? Il faut que tous les équipements qu'on ne peut plus entretenir, pour lesquels la mairie, il faudrait des millions d'euros pour la remettre aux normes. Si Éric Piolle était réélu, il ne pourrait pas. Il ne le fera pas. Pas plus qu'il ne fera le musée, pas plus qu'il ne fera la Tour Perret, pas plus qu'il ne fera la piscine Vaucanson. Il a fermé la piscine de Villeneuve en arrivant. C'est devenu un débris, une friche en plein parc Jean Verlac de Villeneuve. C'est une friche, c'est-à-dire vous avez des tas de béton, des choses qui s'entassent en plein milieu d'un parc. Et la ville n'a même pas la capacité de débarrasser la friche. Elle n'a plus l'argent pour le faire. Si vous, avenue Esmonin, dans le quartier Allier-Alpin, pareil, vous avez des gravats entassés depuis 6 ans devant les habitants. La ville n'a pas eu la capacité de les débarrasser en 6 ans. Alors ce bâtiment du boulevard Jean-Paul, qu'est-ce qu'on en fait ? Nous allons demander des opérateurs privés qui interviennent pour faire que la ville ait des recettes, reçoive des recettes, et avec ces recettes, nous pourrons financer la sécurité, c'est-à-dire les policiers supplémentaires, les investissements pour les caméras. Nous pourrons financer la propreté qui fait défaut à Grenoble. Parce que tous les candidats disent « je vais faire plus de sécurité, je vais faire plus de propreté », mais aucun ne dit où il prend l'argent. Vous ne répondez pas à ma question. Je réponds très précisément les opérateurs privés. Les opérateurs privés, nous faisons intervenir des opérateurs privés pour faire des recettes. Parce que sans recettes, il est impossible d'améliorer la sécurité et la propreté. Et c'est le grand débat avec mes concurrents. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a d'un côté le collectif de la société civile qui a des solutions globales, avec y compris les solutions financières, et les autres pour lesquelles, au fond, on est dans le flou. Où sont les recettes pour financer la sécurité, pour financer la propreté dont Grenoble a besoin? Eh bien, elle est dans cette opération que nous voulons faire de requalification des quartiers. Alors, avec ces recettes notamment, vous prévoyez, puisque l'un des axes forts de votre campagne, c'est la sécurité, vous venez de le dire, vous prévoyez l'installation de la vidéosurveillance. Oui, bien sûr, comme tout le monde, mais enfin, il faut la financer. Je pense que tous les candidats, à part Éric Piolle, sont favorables à cela, mais nous sommes les seuls à la financer. Vidéosurveillance avec, bien sûr, le PC 24 heures sur 24 qui permet des interventions directes en situation d'intervenir rapidement, tout de suite. Et puis, évidemment, une forte collaboration avec la police nationale, un armement de nos policiers, et puis toutes les opérations que nous avons indiquées pour les HLM, un critère de tranquillité publique pour l'attribution des logements, l'expulsion de tout dealer condamné pour trafic de drogue des HLM, l'intervention des services fiscaux pour les contrôles de train de vie, de façon à évacuer tous ceux qui ont un train de vie supérieur aux revenus et qui sont dans les HLM. Il nous faut absolument que nos logements sociaux soient libérés de ceux qui représentent le mauvais modèle pour la jeunesse grenobloise. Il faut absolument qu'ils soient libérés, et cela, ça demande un effort et une action extrêmement forte. Et en parallèle, il faut donner l'espoir à tous ces jeunes, donc redévelopper le socioculturel, redévelopper l'éducation populaire, redévelopper le sport. Vous savez qu'Éric Piolle a coupé les crédits des MJC, a réduit le socioculturel, a réduit le sport, ce qui fait que les quartiers sont désespérés. Il n'y a plus d'activités, notamment dans les vacances scolaires, etc. Il nous faut recréer tout cela de façon à ce que les jeunes retrouvent cet espoir, ces potentialités. Vous savez que dans notre programme social, nous avons le fait que nous engageons à ce que tout jeune de 18 à 25 ans qui veut une formation ou un emploi obtienne un rendez-vous. Nous l'accompagnerons pour qu'il obtienne un rendez-vous de formation ou d'emploi. Nous désirons qu'aucun jeune ne soit laissé à l'écart. Nous voulons créer un service pour ceux qui sont très éloignés de l'emploi, un service de propreté des quartiers, en rapport avec les bailleurs sociaux, les propriétés privées, de façon à ce qu'on puisse réintégrer dans l'emploi tous ceux qui en sont très éloignés. Nous avons, sur ces sujets-là, avec beaucoup de compétences et beaucoup de passion et de foi, un projet qui correspond aux attentes et aux besoins de Grenoble. Vous avez été, je l'ai dit, ministre de l'Environnement, et vous avez décidé pour cette campagne d'attaquer le maire écologiste sur ses plates-bandes, l'écologie. Et parmi vos projets, un monorail, un référendum sur ce monorail. Oui, si vous voulez, dans les années 80, nous avons fait le référendum pour le tramway.
qui a été... c'était très difficile aussi, parce qu'évidemment, la population, il y avait des tas de fausses rumeurs qui couraient, un peu celles que rapporte Émilie Chalas, parce que quand il y a du nouveau... C'est pas le même monorail que le projet sorti des cartons des années 60. Mais ça me fait penser, vous savez, à ceux qui disaient, quand j'ai fait le référendum tramway, il y avait ceux qui disaient « Oh, mais le tramway, je connais, c'est brinque-ballant, ça fait du bruit, c'est dépassé, j'ai connu ça dans les années machin. » Et là, on répète les mêmes propos, parce que, évidemment, les élus locaux ne sont pas tournés vers les sujets d'avenir. Le monorail, actuellement, il est expérimenté à Saint-Quentin en Yvelines, de nouveau. Donc, il s'agit de projets tout à fait nouveaux. Il s'agit, bien sûr, de les contrôler, de voir si ça fonctionne. L'idée, c'est là où il y a une grande différence entre mes concurrents et moi. Il y a ceux qui sont pour le statu quo, on ne fait rien. Selon eux, jusqu'en 2030, il n'y aura aucune amélioration. L'agglomération restera asphyxiée. On ne pourra pas y entrer parce qu'on ne veut pas que les voitures y entrent, mais on ne met pas d'alternative à la voiture. Donc ça veut dire que si on vote pour les autres candidats, ça veut dire que l'agglomération demeurera asphyxiée et perdra de son attractivité. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut en gros que de Voiron à Crolles, on trouve un nouveau moyen de transport avec des grands parkings de dissuasion à l'échelle, disons, de Veurey, du péage de Veurey et de Crolles, pour que là, des milliers de voitures puissent stationner et qu'on puisse entrer dans Grenoble. Et là, pour le financement, vous faites aussi appel au privé ? Alors, pour le financement, déjà, ces moyens de transport-là sont couverts à 70% par le fonctionnement, par le paiement. Autant le tramway, vous savez, c'est 20%. Là, c'est 70%. Donc, on a 30% de financement à trouver. Alors, si on étend le Grand Grenoble, on peut avoir des sources d'entreprises différentes. La région parisienne, elle a obtenu qu'on modifie le versement de transport des entreprises, qu'on l'augmente. Les solutions pour financer 25 ou 30% d'un projet existent. Il peut y avoir aussi des partenaires privés. L'important, c'est d'avoir un objectif, de sortir l'agglomération de son asphyxie, d'avoir un moyen de transport écologique et propre, et d'avoir une alternative à la voiture. Nous voulons l'alternative à la voiture pour pénétrer dans l'agglomération grenobloise. Nous voulons l'alternative à la voiture pour aller dans le Vercors et pour aller à Champs-Rousse. C'est pour ça que nous avons les projets téléphériques Vercors-Champs-Rousse, de façon à ce que, si on veut aller faire du ski de fond dans le Vercors, on ne soit pas obligé de prendre sa voiture. On va pratiquer un ski écologique et on est obligé d'y aller en voiture. C'est quand même contradictoire. Champs-Rousse, il est possible aussi de réaliser un téléphérique, là aussi par concession, pas par l'impôt, par concession, par des partenaires privés qui veulent bien le faire, qui sont candidats à le faire. Il suffit de faire des appels d'offres pour le réaliser. Quand on pense que Poma fait New York ou fait le Japon et qu'on ne lui demande rien ici, par exemple, parce que quel que soit l'opérateur, ça sera ensuite des appels d'offres privés. Il y a aussi un projet de téléphérique urbain dans l'agglomération. Non, mais il n'y a rien. Il ne se passera rien. Non, mais il n'y a rien. Il n'y a pas de téléphérique urbain. Ça, c'est du vent et du boniment. Saint-Martin-le-Vigne-Moussacelage. Non, mais je parle de choses importantes, madame, pardon. Et d'un autre niveau, c'est de régler les problèmes d'accès au massif, de faire que Grenoble redevienne la capitale des Alpes et est une image extraordinaire. Que pour les congrès, mais un congrès grenoblois dont on peut faire un déjeuner ou un dîner ou une soirée en montagne sans avoir de transport collectif à utiliser autre que le télécabine, imaginez l'image de Grenoble, ville de montagne, accessible par ces massifs. Imaginez qu'on puisse venir de Paris à Champs-Rousse ou de Paris au Vercors sans avoir de voiture à prendre, entre le train et le télécabine, et vous avez l'image d'une ville qui est requalifiée. Nous voulons la requalifier à l'intérieur et à l'extérieur. C'est ce projet que nous faisons partager aux Grenoblois. Tout Grenoblois, quelle que soit son opinion, quel que soit son engagement, il peut se retrouver dans notre projet. Et c'est, je pense, cette alternative-là qu'ils peuvent choisir, et nous sommes prêts à en débattre avec eux, et qu'ils peuvent choisir s'ils veulent un autre avenir pour leur ville et pour eux-mêmes. Alors, un projet qui concerne aussi le développement durable, et en tout cas un rapprochement en direction de la nature, c'était un projet de ferme urbaine sur les coteaux de la Bastille à la place des bâtiments d'Ollomieux et l'UGA. Ces sites appartiennent à des propriétaires privés. Comment vous faites ? D'abord, j'accuse Éric Piolle de les avoir vendus au privé et ça de ne pas avoir préempté au moment venu, alors qu'ils ont été vendus à des prix extrêmement faibles, et pour le dernier notamment, et ça c'est une faute. Et aujourd'hui, dire qu'on va faire des logements dans ce secteur, des logements privés, et faire monter les voitures à la Bastille, parce que c'est le projet actuel,
c'est de faire accéder les voitures à la Bastille. C'est évidemment absurde et contradictoire avec toute la politique municipale. Donc on va essayer de discuter avec les propriétaires au mois de mars pour avoir un projet collectif. La Bastille appartient aux Grenoblois. Elle ne peut pas être vendue à des privés pour des projets immobiliers totalement dépassés qui, eux, relèvent des années 60. Il faut vraiment que cette Bastille devienne pour nous la montagne de la biodiversité, accessible à tous, évidemment par des moyens doux, c'est-à-dire les télécabines, la marche à pied, etc., de façon à ce que les enfants des écoles, les familles puissent se l'approprier, notamment pendant toutes les vacances scolaires et les week-ends, qu'elle soit le lieu touristique modèle, phare de la ville. Et effectivement, nous avons le projet au milieu de cette ferme pédagogique, cette ferme modèle, qui permet à tous les enfants de la ville d'avoir le lien avec les animaux de la ferme, avec des fruits et légumes, la culture, qui est ce lien extraordinaire qu'il nous faut rétablir. La Bastille, c'est Grenoble, et ce sont les Grenoblois. Ce n'est pas un projet immobilier privé qu'autorise Éric Piolle avec les voitures qui vont devoir monter. Je crois que c'est absurde et dépassé. Je pense qu'on pourra se faire entendre aussi à ce sujet. Alors Alain Carignon, on arrive à la fin de cette émission, puisque vous parlez d'Éric Piolle. Il sera justement à votre place la semaine prochaine dans le Récap Info. Est-ce que vous avez une question à lui poser ? Oui, ben quand on termine son mandat de maire, je crois qu'on a envie de dire qu'est-ce que j'ai réussi, dont je suis fier, qu'est-ce que j'ai échoué. Je pense qu'on doit se dire il y a bien une chose que j'ai réussi, une chose que j'ai échoué, entre autres. Et puis peut-être aussi, est-ce qu'il pourrait s'engager pour l'avenir, quelle que soit sa position, demain, à rétablir la démocratie locale et à écouter enfin les Grenoblois. Et on lui soumettra votre interrogation sans faute. Il y répondra donc dans la prochaine émission. Merci beaucoup Alain Carignon. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous retrouvez ce Récap Info vendredi à 21h et samedi à 13h. Et puis en replay sur telegrenoble.net. À très bientôt.